La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a-t-elle jeté l'éponge dans le projet d'intervention militaire au Niger? Les états-majors peinent désormais à se réunir. Les forces dites en alerte déposent une à une les armes. S'agit-il d'un revirement tactique ou d'un abandon technique? C'est le sujet du forum de cette semaine. Et nous avons au plateau Innocent Pato. Innocent, bonjour. Bonjour Gilles, et bonjour chers téléspectateurs. Innocent Pato est journaliste, analyste politique. Ils sont accompagnés d'un autre Innocent, mais qui porte désormais le nom d'Anani Sossou. Anani, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Anani Sossou est consultant en communication politique. Et vous êtes très nombreux également, pas le monde, à participer à cette émission, dans la seconde partie surtout, en envoyant vos contributions au plus 228 96 08 43 43, plus 228 96 96 08 43 43, des messages via WhatsApp, et nous nous ferons le plaisir de relayer vos contributions qui alimenteront ce débat dans la seconde partie. Et vous aussi, vous nous suivez en différé sur notre page YouTube. N'oubliez pas de liker avec un petit pouce cette émission déjà. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes. Et puis partagez cette émission New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Pour revenir à notre sujet, la CEDEAO a-t-elle abandonné l'option militaire programmée contre le Niger au lendemain du coup d'État du général Tchiani? Quel est votre avis sur le sujet, Innocent Pato? Bien, merci. Je dirais que c'est le dimanche des innocents et qui seront probablement innocents sur ce plateau. Eh bien, par rapport à la question, officiellement, la CEDEAO n'a rien dit par rapport à cette option d'une intervention militaire au Niger. Mais sur la base de certains faits que l'on constate de part et d'autre, on a comme l'impression et on est tenté de croire que, et décidément, la CEDEAO n'est plus dans ce schéma. Par exemple, à Thiès, au Sénégal, où étaient basées les troupes pour l'intervention au Niger, ces troupes ont replié et je crois qu'il en est de même dans certains pays qui étaient pro-Vatanguer. Et donc, officiellement, nous attendons toujours peut-être un avis ou une déclaration de la CEDEAO pour dire que, écoutez, après analyse, nous avons pensé que nous sommes sur la mauvaise voie et que nous changeons d'option. Parce que déjà, en fait, une alerte pour plus de 2 mois, 3 mois, et on est en droit de se poser énormément de questions. D'ultimatum, mais vous faisiez partie de ceux qui avaient déjà argumenté que cette intervention allait être trop difficile à faire. Sinon impossible, parce que dans le schéma des choses, l'un des principes de la CEDEAO, le principe fondateur de la CEDEAO n'était pas pour aller faire la guerre à des pays. C'est vrai que la CEDEAO, chemin faisant, a opté pour un principe de ne pas arriver au pouvoir par les armes. Mais cela ne justifie pas que, à la première situation, à la première cata au niveau du Niger, l'on prenne pour option une option militaire. Et donc, vous avez vous-même constaté que les toutes premières réunions de la CEDEAO n'étaient pas vraiment données, c'était pas du tout aisé parce que clairement il y avait des positions, notamment la position togolaise, qui n'était pas pour cette option d'une intervention militaire. Et sur la base de ces faits, nous étions dans ce schéma que cette guerre serait impossible. Anani Sossou, la cause de cette intervention militaire est-elle entendue? Non mais écoutez, la CEDEAO a déjà capitulé, elle a capitulé. Et pour couvrir cette capitulation, et pour essayer de camoufler également la honte qu'elle a eue, ils sont passés par une radio de propagande qui est au service de cette CEDEAO-là et donc de l'ex-métropole, la France, RFI. Vous avez vu les confidences entre griffes du célèbre correspondant de notre confrère qui est basé actuellement à Dakar, qui a été renvoyé du Mali. Vous avez vu ces confidences sur RFI? C'était une manière, c'est pas qu'il a entendu, c'est la CEDEAO ou bien des chefs d'État qui lui ont donné cette voie-là pour qu'il puisse dire sur les ondes de RFI qu'il y a une démobilisation, il y a une capitulation qui ne dit pas son nom. Donc on connaît tout ça. Dès le départ, nous avons dit sur ce plateau que cette intervention était impossible. Ça ne pouvait jamais avoir lieu parce qu'on ne voit pas par quel moyen
la CEDEAO va mobiliser des gens pour aller attaquer un pays membre, ce qui n'était pas dans sa charte. Deuxième chose, on voit pas mal comment est-ce que cette logistique-là pourrait être faite. Elle pourrait être faite pour qu'on puisse amasser des troupes aux frontières du Niger pour aller l'attaquer. Or, on sait que la frontière que la CEDEAO peut utiliser, c'est le Bénin. Ou le Nigeria. Ou le Nigeria, mais non. Mais le problème avec le Nigeria, c'est que le Niger partage 1500 km de frontière avec le Nigeria et il y a 15 États qui longent cette frontière-là. Or, on s'est rendu compte que, à la fois, les gouverneurs de ces États et à la fois les chefs religieux sont partis faire la pression sur Tinubu, lui mettre la pression, et avec les autorités religieuses pour lui mettre la pression qu'en attaquant le Niger, c'est le Nigeria que vous attaquez. Donc vous avez vu que Tinubu, il s'est replié et puis voilà, on a laissé certains chefs d'État faire un peu le menton, un peu faire le va-t-en-guerre, mais en réalité, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'aboutira pas. Au lieu de dire la vérité, par exemple, Emmanuel Macron, qui avait d'ailleurs déclaré que si la CEDEAO propose l'option militaire, que la France sera là pour soutenir. Au lieu de lui dire la vérité que ce n'était pas faisable, ils n'ont pas voulu lui dire la vérité. Mais en réalité, pourquoi cette option a été abandonnée? Il y a des raisons profondes pour ça. Justement. La première raison, c'est le fait qu'il y avait eu la création de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel qui a été créée était un handicap. Parce que l'alliance du Liptako-Gourma est venue bien plus tard. Oui, mais non, ce n'est pas venu plus tard. C'est lorsque les menaces d'intervention contre le Niger ont été annoncées, c'est dans la même foulée que l'Alliance était née. Et l'Alliance a dit clairement que, mais un de nos membres, un des États membres qui est attaqué, c'est l'ensemble de ces États qui est attaqué. Or, on connaît aujourd'hui la force de frappe de l'armée malienne, les FAMA. On connaît la force de frappe de l'armée du Burkina. Et ils ont des unités en l'air qui voient tout, qui interviennent. Et on sait également que ces armées-là du Mali et du Burkina, du moins pour le Mali, tout le monde le sait, qu'il y a des instructeurs russes, Wagner, qui est là, qui commande et qui conduit les opérations militaires sur le terrain. Donc, on sait que c'est risqué à ce point-là. Donc, l'Alliance des États du Sahel, c'était le premier point qui a fait capituler toute la chance d'intervention de la CEDEAO. Deuxième point, c'est la reconnaissance, finalement, parce que d'ailleurs, vendredi dernier, devrait se tenir à Sotoko, au Nigeria, une réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO qui a été annulée au dernier moment. Or, c'est dans cette période-là que le Congrès américain a voté pour le maintien des troupes américaines au Niger. Donc vous voyez que la CEDEAO viendra envahir le Niger alors qu'il y a une force comme la force américaine sur le terrain, impossible. Or, on sait également que la deuxième grande militaire des États-Unis sur le continent après Djibouti, c'est le Niger. Donc cela aussi était impossible à faire. Donc quand on calcule, on met côte à côte tous ces éléments, c'était vraiment impossible. Vous oubliez peut-être aussi la réticence de certains pays comme le Cap-Vert. Oui, ça, on sait que le Cap-Vert a déjà dit non. Et la position du Togo. La position du Togo dès le départ. Et pas seulement, il y a la Mauritanie, qui n'est pas membre quand même de la CEDEAO, mais il y aura peut-être des dommages collatéraux. L'Algérie qui a dit non, voilà, le Tchad qui n'était pas prêt puisque ce sont des États frontaliers avec le Niger. Ils ont vu qu'il y aura peut-être des dommages collatéraux, ne serait-ce que pour l'afflux des réfugiés et autres. Donc ils ont calculé tout ça, ils ont vu non. La CEDEAO n'a pas d'abord une armée. Parce que si la CEDEAO a une armée, comme c'était le cas lors de l'ECOMOG, elle devrait plutôt aider les États en proie au terrorisme à lutter contre le terrorisme et à garantir l'intégrité des frontières des États membres. Ce qui n'a pas été le cas. Donc quand on met ces éléments côte à côte, on se rend à l'évidence que c'était impossible, une mission impossible pour la CEDEAO. Maintenant que la honte, elle est là, la CEDEAO camoufle à travers RFI pour nous annoncer qu'il y a une démobilisation et autres. Oui, je dois dire que, en fait, parallèlement aux éléments évoqués par mon confrère Anani Sossou, je crois que l'élément fondamental, l'élément principal serait un retour au bon sens. Parce que dès les premières heures,
certains ont pensé que en brandissant la menace de guerre, les nouvelles autorités au Niger devaient céder. Et quels sont ceux-là qui avaient brandi la menace de guerre? On a le président Tinubu qui venait d'arriver au pouvoir. Vous n'allez pas me dire que quand il était dans les affaires, il maîtrisait grand-chose du fonctionnement de la CEDEAO. Et du coup... Il était vice-président, je crois. Bon, de toutes les façons, il n'avait pas les éléments réels, concrets du fonctionnement de la CEDEAO. Ou du moins, s'il les avait, il les avait de façon épistolaire. Mais concrètement, par rapport à ce qui s'est passé, ils se sont dit, mais attention, plus jamais ça au niveau de la sous-région, parce que nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso à plusieurs reprises et au Niger. Et donc, il fallait une formule pour voir qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ce qui arrive. Néanmoins, quand ils ont brandi la menace de guerre, et il y avait le président béninois, quand bien même ils ne veulent pas qu'on les cite, il y avait le président béninois qui, dans la foulée, s'était proposé en médiateur, oubliant que on ne s'improvise pas médiateur. Et dans la foulée, il n'a pas pu se rendre du moins au Niger pour pouvoir faire le job. Néanmoins, quand ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas passer, il aurait fallu un peu de diplomatie, un peu de finesse pour revenir à la raison et dire, écoutez, c'est fait, le coup d'État est acté. Qu'on le veuille ou pas, il y a de nouvelles autorités. Maintenant, essayons de voir dans quelle mesure on peut essayer d'aider les Nigériens à aller vers de meilleurs mécanismes de fonctionnement. Le ministre malien des Affaires étrangères, que j'ai eu l'honneur de recevoir cette semaine sur nos plateaux, Abdoulaye Diop, a confessé que la CEDEAO, à sa connaissance, n'a pas de force en attente. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est clair. Ouais. Puisque lorsque... Mais sur quoi comptait donc cette institution pour donner... Évidemment que cette institution comptait sur les États membres, puisque lors de la réunion extraordinaire qui s'est tenue à Abuja, et à la suite de laquelle le président ivoirien est parti dire que il a déjà mobilisé... dans 1000 hommes, entre 850 et 1000 hommes, et que l'argent d'approvisionnement, si la guerre devrait durer, tout cet argent-là était déjà prêt. Ce n'est que de l'improvisation. On ne va pas en guerre comme ça. On ne va pas en guerre, on ne se lève pas un beau matin, on va dire aux armées, non, écoutez, demain, préparez-vous, vous partez en guerre. Ce n'est pas comme ça. Aucune force armée au monde ne peut accepter cela. Il faudrait d'abord qu'il y ait un mécanisme qui inclut les chefs d'État-major des armées pour qu'ils étudient le terrain. Parce que le Niger, ce n'est pas comme un petit pays ou bien une petite entité, un petit département qu'on va aller envahir. Le Niger, c'est des milliers de kilomètres carrés, des centaines de milliers de kilomètres carrés. Il faudra étudier le terrain. Il y a plusieurs zones. Laurent Gbagbo a rigolé des 1000 hommes que la semaine dernière. Exactement. Et puis, en plus, je vais terminer. En plus, mais le Niger, c'est le désert. Et faire une guerre dans le désert, ce n'est pas comme faire une guerre sur un terrain comme ça. Il y a des réalités. Le désert a ses réalités. Le Niger a ses réalités. Il y a des zones au Niger que seules les forces armées nigériennes connaissent, maîtrisent. Il y a des zones au Niger que seuls les États frontaliers connaissent et maîtrisent. Or, le seul État frontalier, le Nigeria, qui a une capacité vraiment armée dans la CEDEAO, qui peut intervenir, a sur ses frontières, comme je viens de l'énumérer, 15 États dont les populations s'entremêlent entre elles. Donc, attaquer le Niger par sa frontière, le Niger par sa frontière avec le Nigeria, c'est attaquer des familles au Niger. Et ces familles-là ne pourront jamais accepter. On sait que de part et d'autre des frontières, il y a une fusion entre les communautés. Mais la CEDEAO n'a jamais dit qu'il s'agirait d'une guerre classique où les armées est-ce que c'est des opérations aéroportées qu'ils vont faire? Donc, ils vont aller, comme ça, par magie, prendre des hélicos, et de ces hélicos-là vont descendre des unités spéciales sur le palais présidentiel, aller extirper Mohamed Bazoum, et puis partir avec lui. Mais comment est-ce qu'ils vont le réintroniser au pouvoir? Il faudrait forcément une guerre, puisque l'armée, les autorités qui sont là, ne vont jamais croiser les bras pour dire non, maintenant que Bazoum, ils sont venus l'exfiltrer, maintenant on va leur céder la place pour qu'ils viennent prendre le palais. Non, il faudra forcément une guerre. Même si c'est une opération spéciale, il y aura toujours une guerre. Mais comment est-ce qu'ils vont faire cette guerre-là? Comment est-ce que la CEDEAO va faire cette guerre? Vraiment, c'était vraiment des coups de menton
pour essayer de faire peur, comme disait Innocent Pato, pour faire peur à la junte militaire au Niger. Or, les autorités de transition ont déjà des soutiens du Mali qui a subi les désidératas de la même CEDEAO. Et le Mali, en affrontant la CEDEAO, a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont fermé les frontières. Ils ont asphyxié l'économie malienne, mais le Mali s'en est sorti. Donc, ils ont pris exemple. Le Niger a pris exemple sur le Mali. Et le Niger a des soutiens comme le Mali et le Burkina Faso. Vous avez vu d'ailleurs que lorsqu'on a fermé les frontières pour que les marchandises ne passent pas, des camions sont partis du Burkina, du Mali, pour aller ravitailler le Niger. Mais personne n'a jamais dit publiquement, les chefs d'État de la CEDEAO, personne n'a jamais dit publiquement que, en refusant aux populations d'avoir accès à la nourriture et aux médicaments, que c'est un crime de guerre. C'est contre le droit international. Même en matière de guerre, ça ne se fait pas. C'est un crime de guerre que la CEDEAO a commis dans ce sens-là. Et ça, personne ne le dit parmi eux. Or, les Nigériens le savent. Vous avez vu d'ailleurs la mobilisation de ces mêmes Nigériens-là, qui ont déjà du Togo. Vous avez vu, j'ai partagé sur ma page Facebook cette nouvelle. Rien que la communauté du Niger au Togo, en 2 mois, a mobilisé la bagatelle de 100 millions de francs CFA qu'ils ont amenés à leur population. Imaginez les autres diasporas, la diaspora nigérienne dans les autres pays dans le monde, s'ils font la même chose. Ouais, donc la CEDEAO... Je voudrais revenir sur la question sur quoi comptait le camp qui optait pour une intervention militaire au Niger. Vous avez vu l'enchaînement des faits. Il y a eu un coup d'État au Niger et le lendemain, le président Macron réunit un conseil de guerre. Et dans la foulée, la CEDEAO, avec 2 voire 3 chefs d'État qui décident d'une intervention militaire. On a comme l'impression de faire un rapprochement des faits pour dire, attention, est-ce que ces chefs d'État de la CEDEAO ne sont-ils pas en train d'agir par procuration au nom de la France qui a réuni un conseil militaire et qui ne pouvait pas intervenir directement. Et donc vous voyez que quelque part, sans être prêt, ces candidats pour l'option militaire avait déjà le hockey de la France pour dire allez-y, nous sommes derrière vous, nous allons vous fournir la logistique et les moyens nécessaires. Et donc comptez sur nous, faites le job pour nous, faites le travail pour nous, et s'il vous plaît, faites-le pour nous. Et donc avec le début du retrait des forces françaises, il faut dire que l'opération sera encore beaucoup plus compliquée parce que la France avait sur place au Niger là-bas un détachement. Oui. 1000, 1200. Oui, et là, ça dédouanait la France. Mais ça n'excluait pas l'intervention de la France. Non, mais ce que je dis, avec le départ ou le début de départ des troupes françaises, est-ce que l'opération militaire de la CEDEAO n'est pas encore davantage compliquée? Je ne pense pas. De toutes les façons, quelle intervention militaire au Niger? La CEDEAO elle-même, elle a conscience. D'ailleurs, quelque temps après cette option militaire, vous avez suivi les propos du président nigérien, Tinubu, qui mettait un peu de la souplesse dans ses positions. Et il y avait qu'au finish la Côte d'Ivoire et le Bénin. Parce que le Sénégal. Et le Sénégal. Vous voyez, et donc déjà quelque part, le vieux au Nigeria a déjà commencé par voir la lucidité, la clarté de la chose, la délicatesse de la chose. Et parallèlement, l'autre option, c'est quoi? Vous avez les populations au Nigeria, les populations au Niger, c'est les mêmes entités. Donc vous prenez les populations du Niger pour aller faire la guerre à leurs frères qui sont du Nigeria, pardon, pour aller faire la guerre à leurs frères qui sont au Niger. Je crois qu'il y avait vraiment pas lieu de penser à cette option. Même si quelqu'un leur demandait de le faire, ils auraient pu, comme l'a dit mon confrère, avoir le courage de dire à ce dernier, attention, ce travail que tu nous demandes, il est de trop parce que, après tout, nous sommes des Africains, c'est nos frères qui sont concernés par cette situation. Et si vous ne pouvez pas nous aider, laissez-nous nous-mêmes réfléchir pour voir comment on peut... Je vais quand même intervenir un peu sur le début de départ des forces françaises. Non, ça n'empêchait rien, puisque les forces françaises, même s'ils sont encore stationnés au Niger, ne pouvaient pas intervenir visiblement, physiquement, sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir besoin des écoutes, du matériel, de matériel de guerre, peut-être la CEDEAO va avoir besoin de matériel de guerre, des experts français dans la guerre et des écoutes. Or, on sait qu'au Bénin déjà, la France a ça. Donc, que la France soit présente au Niger ou qu'elle parte,
mais son opération n'aboutira pas. Donc, ils ont déjà des éléments au Bénin qu'ils peuvent utiliser en tant qu'écoute, puisque le Bénin c'est un pays limitrophe, et que même loin du Bénin, la France a les capacités quand même d'intercepter des communications, ou bien d'avoir une stratégie opérationnelle qui peut filer rapidement aux troupes à partir du Nigeria, puisqu'on sait également que c'est pas facile, c'est facile plutôt pour la France d'avoir un contingent peut-être basé quelque part de manière cachée au Nigeria pour intervenir. Donc le départ, qu'il soit présent, que les Français soient présents ou qu'ils partent, ça ne règle rien, absolument rien. Le problème, c'est que la CEDEAO n'était pas capable de faire une guerre. Oui, mais parce que si on fait une guerre... si vous pensez que cette guerre n'aura pas lieu, est-ce que ce n'est pas une fausse analyse? Parce qu'une opération de tel type s'est déjà produite en Côte d'Ivoire avec le délogement de Gbagbo. Non, mais non, c'est pas la même chose. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'une intervention militaire pour déloger un président. Donc, oui, bien sûr, mais techniquement, c'est possible. Le contexte a beaucoup évolué. Vous voyez, Gbagbo a été délogé. Déjà depuis 2002, on a commencé à déstabiliser le régime de Gbagbo. Parce qu'il y a Dominique de Villepin qui ne l'aimait pas, le président Chirac qui ne l'aimait pas, pire encore Sarkozy. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire étant un des poumons de la France-Afrique, la Côte d'Ivoire étant le poumon économique des 8 États membres de l'UEMOA qui exploite le franc CFA, si la Côte d'Ivoire basculait dans le camp Gbagbo, ou Gbagbo, avec son panafricanisme, le fait de sortir du franc CFA, le fait que les richesses de la Côte d'Ivoire reviennent aux Ivoiriens, si on laissait faire à l'époque, c'était grave. C'est pour ça que, avec l'appui de la force armée française qui est basée à Port-Bouët, près de l'aéroport, on a pu déloger, bombarder la résidence d'un président démocratiquement élu. Donc les contextes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, ce qui a changé dans le cas du Niger, c'est parce que la jeunesse d'abord africaine a pris une telle conscience. Et évidemment qu'il y avait déjà ça aussi en Côte d'Ivoire, avec les éléments de Charles Bégoudé, les patriotes comme on les appelait, qui étaient devant les militaires français. Mais parce qu'à l'époque, en 2010, les choses n'ont pas évolué. Cette conscience panafricaine n'a pas mûri autant comme aujourd'hui. Cette conscience panafricaine qui a mûri, on la doit d'abord à la confrontation entre le Mali et la France. Et lorsque le Mali a gagné la France, on a compris que tout pays qui veut, toute population africaine qui veut, peut gagner facilement la France. Et c'est cette contagion-là qu'on a eu au Burkina. Lorsque le Burkina a renvoyé les troupes, les éléments français de leur sol, lorsque le convoi qui devrait quitter même le Burkina pour aller au Niger, a été bloqué par des populations des jours durant. Il a fallu négocier pour laisser ce convoi passer. Et lorsque les Nigériens sont arrivés au pouvoir le 26 juillet 2023 avec Tiani, on a vu la mobilisation populaire. Et on a vu que déjà avant même, sous Bazoum, qui matraquait les populations, qui matraquait les civils, qui réclamaient le départ des troupes françaises, on a vu quand même qu'il y a eu cette conscience-là où on demandait tous les jours, il y a des manifestations pour demander aux troupes françaises de partir. La preuve, vous avez vu à l'université de Niamey, lorsqu'il y avait une conférence où l'ancien ambassadeur Sylvain Ité a été invité, convié, on n'a pas hésité, les populations n'ont pas hésité à l'interpeller tout directement pour lui dire que non, on ne veut plus de vous, on ne veut plus des armées d'occupation sur notre territoire, on ne veut plus du CFA, quittez. Donc, si c'est qu'il y avait eu cette mobilisation, cette prise de conscience en 2010, je crois que Gbagbo serait toujours encore au pouvoir et que la France n'y ferait absolument rien. Juste à rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent contribuer à cette discussion en nous envoyant des messages via WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43 plus 228 96 08 43 43. Et je vous rappelle un autre rendez-vous également. Ce sera le mercredi 1er novembre à partir de 18h10. La diffusion d'un documentaire, d'un grand reportage exclusif sur le terrorisme dans la région des Savanes. La région des Savanes au Togo à l'épreuve du terrorisme. Innocent, Pato, Alani Soso, vous serez au rendez-vous, j'espère. Exactement, parce que j'ai vu que la bande-annonce de cette émission et je suis curieux de voir comment toi, Gilles, tu as pu
avoir accès à certains Qui éléments. vous a dit que j'étais seul? Pour avoir accès à certains Bon, de éléments. toutes Parce les que j'ai façons, parti rien ne dit, seulement moi, je ne fais que l'annonce, rien ne de dit. l'interview où on a vu des gens témoigner, même ceux qui étaient impliqués dans ces attaques terroristes qui témoignaient. Je suis impatient que mercredi arrive, à moins que tu veux me filer les débats visualisés avant pour qu'on puisse en commenter sur un plateau. Moi-même, Non, je crois qu'il vaut mieux le faire à chaud de toutes les façons. Croyez-moi, tout sujet d'actualité qui nécessite notre présence, c'est de bon ton que nous serons disponibles. Enfin, personnellement, je serai disponible. Oui, mercredi, donc, notez le rendez-vous, mercredi 1er novembre à 18h10. Maintenant, est-ce qu'il faut que la CEDEAO renonce officiellement à cette option militaire pour clarifier la situation? Mais elle a déjà fait, Gilles. Non, je l'ai dit, elle a déjà fait à travers RFI. Non. Soyons, je ne vais pas dire, soyons plus sérieux. Hein. Elle l'a fait. La première intervention sur une intervention militaire a été faite suite à une rencontre des chefs d'État. Et depuis, plus rien ne se dit par rapport au Niger. C'est comme si le problème était résolu, était réglé, mais attention, le problème, il est encore entier au niveau du Niger. Il va falloir que, c'est vrai, il y a eu une erreur qui a été posée. C'est normal, c'est des êtres humains, les chefs d'État. Bon, cela n'empêche pas que la CEDEAO continue son travail et que les chefs d'État se réunissent à nouveau pour voir est-ce que cette option qui était la voie choisie par certains, est-ce que cette option est toujours d'actualité ou pas? Et à la suite de cette réunion, peut-être annoncer de façon officielle que voilà, cette option n'est plus d'actualité, mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport Est-ce au que la Niger. CEDEAO peut se dédire? Non, ce n'est pas une question de se dédire. Je veux faire ceci. Chemin faisant, j'analyse. La faisabilité n'est pas possible. Je reviens. Il n'y a pas lieu d'avoir honte. Parce que c'est un choix. En prenant cette proposition, je pensais régler un problème. Mais par la suite, je me rends compte que en réglant ce seul problème, je crée plus de problèmes. Alors, le bon sens voudrait que j'arrête. C'est tout comme en circulation, on dit par exemple, si tu es au volant, tu vois que par exemple, toi, tu peux préserver plusieurs vies pour une seule vie. C'est possible. Ça parce que au finish, il faut prendre l'option qui crée le moins de problèmes. Et dans ce cas, la CEDEAO se réunit à nouveau pour dire, écoutez, nous avions pensé à une option militaire. Mais cette option n'est plus d'actualité, sans justifier au public, sans justifier au peuple pourquoi elle a pris cette option. Le peuple même comprendra que la CEDEAO n'était pas à l'aise dans cette option. Elle voulait faire un forcing, mais heureusement, le forcing n'a pas eu lieu. Je l'ai dit dès le départ, la CEDEAO s'est dédiée, la CEDEAO a capitulé. Et je vais donner 2 ou 3 exemples pour corroborer cette thèse-là. La première, c'est que la CEDEAO a déjà donné 7 jours aux putschistes qui sont arrivés au pouvoir pour qu'ils cèdent la place à Mohamed Bazoum. Les 7 jours sont passés, rien n'a été fait. Et qu'est-ce qu'on a entendu plus tard? Le président Tinubu, qui proposait une transition de 9 mois aux nouvelles autorités de transition du Niger. Première capitulation. Cette proposition n'a jamais été confirmée. Ça a été confirmé. Mais la CEDEAO a dit, même un chef d'État a dit que ça c'est une proposition d'un président qui n'engage que ce pays. Qui n'engage que son pays, mais pas la CEDEAO. Donc ça c'est la première capitulation, puisqu'on sait, je l'ai dit tout à l'heure, que la première armée de la CEDEAO, c'est le Nigeria. Le premier pays pourvoyeur de fonds pour cette guerre-là, c'est le Nigeria. Et une fois que celui qui a la force, qui a les moyens financiers, dit non, on va leur donner 9 mois, ça c'est clair et certain. Il est encore mieux le président en exercice de la CEDEAO. Donc celui qui le dit, on comprend aisément que c'est une capitulation. Ça c'est la première capitulation. La deuxième capitulation, c'était sur Al Jazeera. Lorsque le patron paix sécurité de la CEDEAO, qui est encore le porte-parole de cette institution, a annoncé qu'ils donnent une chance aux négociations. Or, vous avez déjà menacé les gens que si dans 7 jours, vous ne venez pas, nous venons avec une armée, on va bien vous mater, on va bien vous chasser du pouvoir. Mais, donc, quand un porte-parole qui est chargé de paix et sécurité de la CEDEAO va sur Al Jazeera et dit publiquement que l'option militaire, nous la maintenons, mais en attendant, nous préférons les voies diplomatiques, et ça, c'est une deuxième capitulation.
La troisième capitulation, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises ici, c'est lorsque des pays membres comme le Cap-Vert et le Togo n'ont pas été d'accord pour cette option militaire-là. Et donc, ça c'est... Et puis la dernière, je viens de le dire, on a vu sur RFI qu'il y a eu une démobilisation quelque part, il y a eu ceci quelque part, il y a eu cela, et qu'un génie... On ne va pas confondre la déclaration. Un génie a lu dans les têtes... journaliste à une position un génie a lu dans la tête officielle des présidents de la CEDEAO qu'il y a eu des démobilisations un peu partout au Sénégal, en Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. Il y a un génie qui a lu. Donc ça veut dire qu'on lui a transmis un message pour confirmer cette capitulation. Mais si ces gens-là, nos chefs d'État, mais s'ils ont eu honte dans cette histoire, mais si je sais que j'ai été humblement, je dis, nous avions pensé que on pouvait faire ceci, mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Veuillez nous excuser. Maintenant, venez, les nouvelles autorités de transition du Niger, venez. Vous avez dit que vous avez 3 ans. Mais le même cas s'est présenté, mais regardez, Gilles, soyons quand même sérieux. Oui, mais est-ce qu'ils sont quand même sérieux? Oui, avant d'aborder ça, il peut s'agir aussi d'un revirement tactique. Le fait de faire semblant de dormir, mais dès que les autres vont comment démobiliser leurs troupes, ils peuvent surprendre. L'armée nigérienne ne démobilisera jamais ses troupes. Ils sont en guerre. Et quel CEDEAO? Quel CEDEAO? Non, je crois que c'est vrai, ça peut être une stratégie et les autorités nigériennes ne sont pas aussi naïves que ça. Et croyez-moi, qu'on ait fait une déclaration ou pas, eux, de toutes les façons, ils sont dans une dynamique que, attention, tout peut arriver à tout moment et eux, ils sont sur le qui-vive. Mais néanmoins, ce que moi, je ne remarque pas sur le continent, au niveau de la CEDEAO, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a une léthargie. La situation au Niger était une patate chaude entre les mains des chefs d'État et ça a créé des divergences au sein de la CEDEAO. Maintenant, personne au sein de la CEDEAO ne prend son bâton de pèlerin pour dire attention, il ne faut pas que la CEDEAO périsse, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne fait rien, mais c'est des populations au Niger qui sont en train de souffrir. Et à la misère, on ne le dit pas, on ne le voit pas devant les caméras, parce que quand les caméras passent, on sait ce qu'on veut voir et les réalités sont masquées. Mais attention, il faut faire quelque chose. Il faut que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent. Je ne sais pas qui va... Le prochain sommet de la CEDEAO, c'est le 10 décembre. Mais bien malin, celui qui saura nous dire à quoi va ressembler. Ouais, la CEDEAO, elle est tétraplégique. Et actuellement, c'est le Togo qui essaie de soigner l'image de cette CEDEAO. Le dernier sommet qu'il y a eu au Togo, le forum sur la paix et la sécurité, a essayé d'embellir un peu cette image de la CEDEAO. Parce que le Togo a pris sur lui d'inviter aussi, parce que quand il y a 2 partenaires qui sont en guerre, il faut un intermédiaire pour écouter toutes les parties. C'est ce que la CEDEAO devrait faire. La CEDEAO n'a pas laissé l'occasion aux autorités militaires de transition du Niger de s'exprimer, de leur dire, preuve à l'appui, voilà pourquoi nous avons renversé le président Bazoum. Voici ce qui s'est passé. Voilà, et leur donner des preuves. Voici maintenant les directives qu'on veut prendre. Ils n'ont pas laissé ça, mais vous avez vu la tribune que le Togo a accordée à ses militaires la dernière fois, que ce soit du Mali, du Niger ou du Burkina. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Au moins pour la première fois dans un pays, ouvertement, ils ont pu s'exprimer. Avant, c'était des communiqués ou bien sûr des médias. Maintenant, ils ont eu une tribune que le Togo leur a offert et ils ont dit quand même ce qu'ils ont sur le cœur. C'est ce que la CEDEAO devrait faire. Donc, il y a une petite phrase qui a retenu mon attention, le général Toumba, sur les origines du terrorisme. Il a dit que désormais, ils comprennent la situation et que celui qui veut comprendre ce qui se passe n'a qu'à venir à Niamey. Oui, mais évidemment, c'est ça que j'allais aboutir même à ça. Parce qu'ils ont essayé de s'exprimer pour leur dire voici ce qui se passe. Ils ont compris que l'origine du terrorisme, ce sont ceux qui veulent régler la situation de l'extérieur de l'Afrique. Ce sont eux qui sont les parrains et les financiers de ce terrorisme. Ils ont compris. Maintenant, ils savent comment lutter efficacement contre ce phénomène. Vous avez vu le Mali, qu'est-ce que le Mali fait depuis? Le Mali est en train de mater sévèrement tous les rebelles. Et les rebelles même, les djihadistes même, qui déposent les armes et fuient. Donc, le Niger aussi a compris qu'il faut assécher d'abord les sources de financement, qui est le désert, avec tous les trafics qu'on a au désert, les trafics d'armes, de cocaïne, de cigarettes, et de trafic d'êtres humains, tout ça, les prises d'otages qui leur rapportent de l'argent. Ils ont compris qu'il faut assécher les sources de financement. Deuxième chose, chasser les parrains extérieurs.
de ce terrorisme-là. Et troisième chose, les mater jusqu'au fond, jusqu'au bout, même dans leur trou. Vous avez vu comment l'armée burkinabé les pourchasse avec des vecteurs aériens. Vous voyez? Donc on a compris. C'est pour ça que la CEDEAO devrait écouter ces généraux qui sont au pouvoir, les colonels, les généraux qui sont au pouvoir, les écouter. Mais quand même, il faut comprendre. Comment est-ce possible que, pour une première fois qu'il y a un coup d'État, la CEDEAO opte pour la guerre? Mais il y avait des coups d'État au Mali, il y avait des coups d'État en Guinée. La Guinée était membre aussi de la CEDEAO. Il y avait des coups d'État au Burkina. Mais jamais l'option militaire n'a été privilégiée. Pourquoi seulement dans le cas du Niger, on a voulu faire la guerre à un pays? Alors que c'est le pays est en proie au terrorisme. Donc, il faut comprendre que les parrains ont été découverts par les nouvelles autorités de transition du Niger. Ils ne pouvaient pas le dire parce que Bazoum était l'homme lige de ces parrains-là. Ils ont découvert les réalités en prenant le pouvoir. Et maintenant, on ne les a pas laissés. Ils ont pris le mot, ils ont exprimé. C'est pour ça que le général Tchumba a dit, maintenant nous connaissons, nous voyons ce qui s'est passé, nous connaissons. Et maintenant, nous allons avoir des stratégies pour lutter contre ces gens-là. Oui, Innocent Pato, si cette option militaire tombe à l'eau, il faut quand même reconnaître que la position du Togo a beaucoup joué. Togo qui a été très réticent dès les premières heures à cette intervention militaire. Alors, que risquent les pays de la CEDEAO qui ne se sont pas alignés sur cette position? Oui, la surprise aurait été que le Togo soit dans le camp de ceux-là qui ont opté pour une intervention militaire. Vous connaissez ce pays, vous connaissez un peu son histoire et le rôle que le Togo a eu à jouer par le passé et continue par jouer dans différents pays, partout où il y a des conflits, partout où il y a des situations de crise. Je la trouve très belle cette question parce qu'il faut avoir du cran pour tenir tête à ses pairs. Ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas. C'est aussi un proverbe de chez moi qui dit, si tu as peur des yeux de la grenouille, tu vas manger ton repas sans viande. Okay? Et donc ce n'est pas parce qu'on est en face des doyens, on est en face des plus grands, plus âgés, peut-être plus intelligents, que je ne peux pas exprimer mon point de vue qui, quelque part, peut être utile. Et c'est ma maman qui a coutume de dire, quand tu prends le couteau, tu coupes avec la partie aiguisée et que ça ne coupe pas, il faut prendre le côté qui n'est pas aiguisé. Et donc, il y a lieu de saluer la position togolaise. Mais le coup derrière, c'est quoi? C'est que certains ne comprendront pas que la position prise par le Togo est salutaire à plus d'un point. Parce que une guerre, une intervention, ou qu'on l'appelle comment, une force qui intervient au Niger, on ne sait jamais comment ça se termine. Ce n'est pas à l'avantage du Niger, ça ne sera pas non plus à l'avantage de la CEDEAO. Et donc, veut dire que s'il faut appeler un chat, je me pose des questions sur comment ceux-là qui ont opté pour la guerre, leur regard sur nous, notre chef d'État, qui, quelque part, les a sauvés tous. Et c'est là où je reviens sur ces sommets de Lomé que je n'apprécie pas personnellement. Et je peux vous dire pourquoi. Le Togo est dans une dynamique calme. Pas de folklore, pas de fanfare. Il réussit bien sa diplomatie. Sommes-nous sérieux et très sérieux par rapport à ce sommet qui a eu lieu à Lomé, qui déroule les tapis rouges aux nouvelles autorités, qu'on les appelle poutistes ou quoi, je ne sais pas, mais je sais que dans la diplomatie, puisque c'est un problème qui est à régler au niveau de la CEDEAO, le Togo aurait pu continuer dans ce schéma en travaillant au niveau des différents chefs d'État de la CEDEAO. Mais c'est un forum qui était ouvert à tout le monde. Je ne refuse pas, je refuse pas, mais quelque part, ce forum aussi peut être interprété autrement. Est-ce que le Togo est en train de dire, écoutez, la CEDEAO a sa position, nous avons notre position? Non. Non, parce qu'il faut qu'on fasse les choses de façon à ce que la CEDEAO, vous connaissez l'origine de la création de la CEDEAO, nous sommes à l'origine. Il y a le président, il y a de ma paix à son âme, et le président Yakubu Gowon. Et quelles que soient les réalités, quelles que soient les situations, nous devons à nous de tout faire pour sauver cette CEDEAO. Continuons le travail, c'est du bon travail qui a été fait et qui se fait d'ailleurs. Et vous avez vu sur vos antennes ici, j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre le président Faure Gnassingbé dans les nominés pour les prix de la paix? Parce que le travail abattu, c'est pas petit. Les 49 terroristes ou militaires entre griffes, vous m'excusez, je me suis trompé peut-être, mais qui est allé les libérer?
qui a réussi à obtenir leur libération. À un moment donné, disons, les Nations Unies ont voulu arracher la médiation. Ils ont capoté. C'était à l'Assemblée générale, à la période, au moment des faits. Ils ont voulu reprendre. Et les autres ont dit, OK, prenez. Mais c'est le Togo qui finalement est allé obtenir ces éléments. Et certains ont eu à témoigner. Donc vous voyez que, attention, nous faisons déjà du bon travail. N'allons pas dans l'excès. Continuons avec notre diplomatie parce que demain, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit... Est-ce que c'est aller dans l'excès ou assumer simplement j'ai comme cette l'impression. position? Parce qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression. il faut quand même assumer ses positions. Et cela a été fait à la tribune des Nations Unies par le sommet, le forum de Lomé n'est pas tombé comme ça du ciel. Okay. Ça a été une programmation depuis. C'était programmé même avant la prise du pouvoir par les nouvelles autorités du Niger. Okay. Vous voyez? Oui. Donc, rien n'est sorti ex nihilo. Okay. Le sommet, comme je disais tantôt, c'est ce que la CEDEAO devrait faire. Appeler les belligérants pour demander ce qui s'est passé. Okay. Mais le Togo, qu'est-ce que le Togo a fait? Le Togo a été le premier pays à dire non à la guerre au Niger. Comme dit Gilles, mais le Togo doit assumer ses responsabilités dans ces cas-là. Même si on peut comprendre aisément à travers ce que tu es en train de dire, si on peut comprendre aisément que ça... affaiblit un peu la solidarité entre les chefs d'État. Absolument. Même si on peut le comprendre ainsi, il faudra quand même que quelqu'un assume. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Togo, à travers sa diplomatie, est en train de laver un peu en griffe le visage de la CEDEAO, qui est devenue une organisation tétraplégique. Et quand vous allez voir, dans tous les peuples qui composent cette CEDEAO, il n'y a pas un seul, en dehors de certains chefs d'État, comme celui du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, et bon, Tinubu, on n'en parle plus puisqu'il s'est rétracté. En dehors de ces chefs d'État, seuls, avec peut-être leur gouvernement qui prennent des décisions, les peuples. La CEDEAO, c'est d'abord les peuples. Les populations sont contre cette CEDEAO. Donc, pourquoi le Togo n'assumerait pas cela? Donc, moi, je suis fier de la diplomatie togolaise. Je suis fier du rôle que joue le président de la République en disant que nous avons une habitude séculaire de promouvoir la paix, de promouvoir le dialogue. Déjà, le président Yadema a toujours dit, on sait où, quand et comment ça commence une guerre, mais on ne sait jamais quand et où ça se termine. Donc, nous, le président Yadema a vu, et le président Fort plutôt a vu de loin que ça peut avoir des répercussions sur le pays, étant donné que le Togo, le Bénin, le Ghana sont déjà frappés par le terrorisme, puisque nous sommes des pays côtiers. On est déjà frappés par le terrorisme. Une déstabilisation du Niger ferait plus de mal à nos populations, puisque quand on va venir du Niger au Bénin, c'est le Togo qui est déstabilisé. J'avais dit ici sur ce plateau une fois que l'ambition de ces terroristes-là, ce n'est pas seulement le désert, c'est d'avoir accès au port. C'est d'avoir accès à nos pays côtiers pour pouvoir continuer leur trafic et pour pouvoir asseoir leur base sur nos côtes. Donc, une déstabilisation au Niger, c'est la déstabilisation de toute la sous-région, de tous les pays côtiers, y compris même la Côte d'Ivoire. Donc, ne faisons pas l'erreur qui a été commise de déstabiliser la Libye pour déstabiliser encore le Niger pour que nous ayons des problèmes ici. C'est ça que le président Faure a compris dès le départ. C'est pour ça qu'au départ, il a dit non, pas question de guerre. Dialoguons, trouvons des solutions. Pourquoi il y a eu, on a donné une chance à la Guinée, au Burkina, au Mali, et dans le cas du Niger, on ne veut même pas lui donner une chance de s'exprimer. C'est ça qu'il faut continuer la discussion. C'est ça qu'il faut voir. Après une pause pour des impératifs commerciaux, une nouvelle édition de journal, nous nous retrouvons dans 10 minutes environ pour la seconde partie de New World Forum avec vos contributions. Je rappelle une fois encore le numéro WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. À tout de suite.